Ce rendez-vous des professionnels de la santé et des technologies du numérique regroupe un grand nombre d'experts ayant à charge le bien-être des patients. L'objectif final est le renforcement du plateau technique médical et le développement du tourisme médical des pays de l'espace CEDEAO. Vu l'envergure de la rencontre qui se déroule du 17 au 22 juin à Cotonou, le directeur général de l'OMS et son équipe ont visité, entre autres, le programme national de tuberculose. Là se trouve le seul laboratoire de dépistage et de traitement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'un des 4 en Afrique. L'OMS a identifié, parce qu'on formait beaucoup de gens, il y avait des résultats intéressants, l'OMS nous a identifié comme un laboratoire candidat. Donc, après ça, à travers un processus bien huilé, avec des contrôles, des supervisions des partenaires, on a fini par nous confirmer laboratoire de référence. Le laboratoire de référence supranational, c'est un laboratoire qui va desservir non seulement le Bénin, mais toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Par rapport à la formation, donc les gens vont venir chez nous ici pour acquérir la formation. Ensuite, pour les examens qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui dans leur pays et la maintenance du réseau. Comment faire pour qu'au niveau de tout leur pays, il y ait un réseau qui puisse faciliter le diagnostic à tous les niveaux de la pyramide sanitaire dans les pays. Donc c'est un laboratoire régional pour les 2 régions qui va aider à renforcer le diagnostic de la tuberculose et le suivi du traitement. La deuxième conférence des ministres de la Santé et des ministres d'éthique sur la sécurité des patients et la gestion des risques en milieu de soins en Afrique connaît son lancement officiel ce mardi à Cotonou. Donald Trump avait promis qu'il sera sans état d'âme sur l'immigration illégale. Son ministre de la Justice applique une politique de tolérance zéro, même si cela implique de séparer des familles. À la frontière avec le Mexique, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents en 6 semaines. Inadmissible. C'est ainsi que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qualifie la décision des États-Unis. Penser qu'un État puisse chercher à dissuader des parents en infligeant de tels abus sur des enfants est inadmissible. J'invite les États-Unis à mettre fin immédiatement à la pratique de la séparation forcée de ces enfants et j'encourage le gouvernement à ratifier enfin la Convention relative aux droits de l'enfant afin de garantir que les droits fondamentaux de tous les enfants, quel que soit leur statut administratif, seront au centre de toutes les lois et politiques nationales. Le rythme des séparations s'est nettement accéléré depuis début mai, lorsque le ministre de la Justice a annoncé que tous les migrants passant illégalement la frontière seraient arrêtés, qu'ils soient accompagnés de mineurs ou pas. Or, les enfants ne peuvent être envoyés dans la prison où sont détenus leurs proches, ce qui conduit aux séparations. À Washington, les élus de l'opposition démocrate dénoncent une pratique diabolique. La première dame américaine, Melania Trump, a déclaré dimanche qu'elle détestait voir des enfants séparés de leurs parents sans papier. Elle a appelé à un accord bipartisan au Congrès pour réformer les lois en matière d'immigration. C'est la énième réunion du comité des sporteurs à l'Ikaza et il y a de l'inquiétude dans l'air. Le groupe des sporteurs accompagnera pour la première fois l'équipe du Sénégal à la Coupe du Monde. Une première qui suscite donc une responsabilité supplémentaire pour eux, plutôt habitués à des stades du continent. En Russie, il faudra montrer une bonne image dans un pays où tout est différent. À 24 heures du départ, le président appelle tout un chacun à être de bons ambassadeurs. Un ambassadeur, son rôle, c'est de défendre, c'est de protéger, c'est de promouvoir l'intérêt, l'image de son pays dans un pays. Nous sommes attendus par notre façon de faire, nous sommes attendus aussi par notre façon de nous comporter. Et donc pour nous, il est important de laisser une empreinte historique à cette Coupe du Monde-là. Le débrief terminé, c'est la dernière répétition au milieu de la nuit. Au programme, des pas de danse associés au rythme de la musique diola et mandingue, originaire du sud du Sénégal. Pour pousser Sadio Mané et ses coéquipiers à la victoire,
le groupe a pensé à tout, à l'image de cette chanson dédiée à Aliou Cissé, le sélectionneur national. Les supporters du Casa Sport qui lui ont dédié une chanson, vraiment pour l'encourager et lui demander de tenir bon, parce que chaque fois, les entraîneurs ils sont victimes des critiques. Alors on lui demande vraiment de tout faire pour ne pas écouter ces critiques et toujours de garder sa sérénité. C'est donc avec un nouveau répertoire des chants et des danses que les Ali Casa rejoignent la Russie. Pour Salif Djedjou, membre du groupe, il y aura de la voix lors des matchs du Sénégal. Nous n'allons pas pour rigoler, mais nous allons pour faire une démonstration monstre. C'est la nouvelle facette de Ali Casa que vous allez découvrir, Inch'Allah. C'est le souhait de tout un continent qui attend impatiemment une première victoire africaine après les défaites du Maroc, de l'Égypte et du Nigeria. L'entrée en lice des Lions de la Teranga cessera ce mardi face à la Pologne. Les chefs coutumiers en tête, le moins qu'on puisse dire, la population de Boussouma, dans le centre-nord du pays, est sortie massivement pour cette cérémonie de lancement officiel de l'opération de distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables. Au total, 620 tonnes de céréales destinées à plus de 17 000 personnes vulnérables, soit près de 2500 ménages relevant des provinces du Nam-Tenga et du San-Mantenga. C'est la composition de la dotation alimentaire des populations de la région du Centre-Nord offerte par le ministère en charge de l'action sociale dans le cadre du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Dans ce plan de réponse, il est bon de souligner que nous avons deux étapes. La première étape, c'est la distribution gratuite de vivres au profit des personnes vulnérables. Et la deuxième étape, c'est la mise à disposition à prix social de vivres. Ce plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, mis en œuvre cette année par le gouvernement, est également soutenu par les Nations Unies. Des fonds d'urgence qui est près de 5 milliards de francs CFA pour accompagner ce plan et être auprès des populations et des familles qui sont dans le besoin. Rappelons que 5 régions sur 12 au Burkina Faso sont en situation d'urgence alimentaire. En escaladant la façade d'un immeuble à Paris pour sauver un enfant, Mamoudou Gassama, jeune migrant malien encore méconnu il y a un mois, était à 1000 lieues de savoir que sa vie allait basculer. Le jeune homme, accompagné de son père, a été reçu lundi à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui lui a adressé de vive voix ses félicitations. Ça, j'ai dit, non, mon fils. Tu as su au moment où le courage de tous était interpellé, mais où un seul pouvait faire la décision. Tu as fait la décision. De ça, nous sommes très fiers. Les jours que j'ai fait le boulot, il m'a appelé, il m'a soutenu. Voilà. Après ça, bon, il m'a invité de venir ici. Voilà, là, je suis venu, merci. Voilà. Bon, on a bien parlé, bon, il a dit le boulot que j'ai fait. Il m'a félicité. Mamadou Gassama, 22 ans, rebaptisé Spider-Man sur les réseaux sociaux, avait sauvé un enfant suspendu dans le vide en escaladant la façade d'un immeuble du nord de Paris le 26 mai dernier, suscitant l'admiration générale en France et la fierté au Mali. Reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron, le jeune sans-papier a vu sa situation régularisée avant une prochaine naturalisation. Il avait reçu début juin la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, plus haute distinction de la capitale. 57 ans après la première législature, l'Assemblée nationale togolaise dispose désormais de son propre siège. C'est le fruit de la coopération entre la Chine et ce pays. Ce projet, dont les travaux ont été entièrement achevés, comprend 4 composantes. Le bâtiment principal, la galerie et les locaux techniques, les voiries et réseaux divers, le bassin et les conduits d'écrêtement. Comme vous pouvez l'imaginer, la présente cérémonie revêt un caractère bien particulier pour nous, députés de la 5e législature. Elle a lieu au cours de notre mandat et se situe dans les évolutions utiles et nécessaires, tant souhaitées aussi bien par les députés en fonction que par nos prédécesseurs. Ce nouveau siège
offre au Parlement un cadre de travail spacieux et moderne. Inauguré ce 14 juin par le chef de l'État Faure Gnassingbé, le nouveau siège de l'Assemblée nationale togolaise, érigé sur une superficie de 89 610 mètres carrés, aura coûté 16 600 millions environ de francs CFA à la Chine et le Togo. La qualité de la production du nouveau siège de l'Assemblée nationale est évaluée comme excellente. Mention A. Ce nouveau fruit de coopération entre nos deux pays témoigne une fois l'amitié sincère entre nos deux peuples frères et approfondit la coopération amicale sino-togolaise qui correspondent aux intérêts et à l'aspiration commune de nos deux peuples. Prévu pour 23 mois, les entreprises chinoises et togolaises ont mis 21 mois pour finir la construction de ce joyau qui contient 175 bureaux et une plénière. Les autorités maliennes ont reconnu mardi l'implication de militaires dans des violations graves ayant occasionné mort d'hommes après la découverte de fosses communes dans le centre du pays et se sont dites prêtes à assumer les conséquences. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans la région de Mopti, dans le centre, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Il y a quelques heures, nous avons été alertés et M. le ministre de la Défense a dépêché immédiatement une mission sur le terrain. Les résultats de cette enquête seront examinés avec toutes les conséquences que nous assumerons. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de rebâtir nos forces armées pour en faire une armée qui serait ignorante du droit humanitaire de la guerre, du droit humanitaire des conflits. Ce serait un recul fabuleux, qu'à Dieu ne plaise. Ces derniers mois, les annonces par l'armée de la neutralisation des terroristes dans le centre du pays ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Et aussi la violence intercommunautaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément le centre du Mali, qui crée beaucoup, au cours desquels il y a évidemment beaucoup de violations des droits humains. Et donc nous l'avons interpellé par rapport à ça. Et aussi le problème de justice, d'accès à la justice par rapport à toutes les violations qu'il y a eu en 2012, notamment les crimes sexuels perpétrés contre des femmes et des filles que nous cessons de dénoncer, et nous avons des cas qui sont, des centaines de cas qui sont devant les juridictions, et il n'y a eu aucune justice rendue à nos jours, de 2012 à nos jours. Donc c'est là en fait le plus gros message que nous avions pour le chef de l'État. L'armée malienne est la plus touchée par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti, souligne dans son dernier rapport trimestriel le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une liste de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe djihadiste Ansarul Islam et pour des actes ou complicité d'actes terroristes a été rendue publique ce mercredi par les services de sécurité du Burkina Faso. Présenté comme le leader actuel du groupe Ansarul Islam, très actif dans le nord du pays, Abdul Salam Diko, alias Jafar, figure en tête de liste. Le groupe djihadiste Ansarul Islam a revendiqué plusieurs attaques contre l'armée burkinabé, dont la plus meurtrière avait fait 12 morts dans les rangs des militaires en décembre 2016. Sur la liste figurent des cadres de ce groupe djihadiste ayant combattu avec Ansar Dine au Nord Mali. Outre des combattants, des personnes radicalisées, des élus locaux, des leaders religieux et un enseignant figurent parmi les personnes recherchées. Toutes ces personnes sont des Burkinabés nés pour la majorité dans la région du Nord, frontalière du Mali, où beaucoup ont séjourné ou combattu auprès des groupes terroristes qui y sévissent. Les personnes apparaissant sur la liste sont accusées de meurtre, d'enlèvement, d'attentats à l'explosif, d'attaques contre les forces de sécurité et d'acheminement d'armes et de munitions. D'autres sont accusés de fournir des renseignements, de guider ou d'héberger des combattants avant ou après des attaques.